Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ondes courtes. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadee krap. Enchanté de vous retrouver aujourd'hui pour ce courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et Florian Dai. Et cette semaine, comme d'habitude, nous allons parler de l'actualité de la radio avant de vous répondre à vos questions et de voir un petit peu notre correspondance cette semaine. Est-ce que tu as déjà une petite annonce? Est-ce que tu sais ce qu'il y a en annonce à faire aujourd'hui par rapport à la radio, Florian? Alors, ça sera les mêmes annonces que la semaine dernière. Ça sera d'abord le fait qu'il y a des fanions de 95 ans de la radio à gagner, 30 fanions. Et pour cela, il faut être parmi les 30 premiers à nous envoyer 5 rapports d'écoute donc, concernant le mois de novembre. D'accord. Une petite information aussi cette semaine, pas très importante. Vous aurez peut-être un article, vous aurez peut-être vu un article passer concernant la radio sur le fait que notre corps directeur ainsi que Meg de notre service sont actuellement en tournée en Europe. Ils ont participé cette semaine, enfin la semaine dernière à l'AIB et à Londres et ils étaient en France. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est que l'AIB? L'AIB, c'est une cérémonie de récompense de la radio. D'accord. Oui, voilà. Donc, qui est organisé normalement par la BBC, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Voilà. Je préfère pas trop préciser, parce que je n'ai pas les détails sous les yeux, mais voilà, c'était une genre de grande cérémonie de la radio internationale, et dans laquelle RTI est très impliqué dans le fait de l'organisation et dans la participation en elle-même. Voilà, et donc... plusieurs directeurs ainsi que Meg étaient sur place pour d'abord aller donc à Londres et cette semaine se rendre en France. Voilà, donc il y a des réunions avec les médias locaux. Voilà, mais locaux et internationaux français, aussi. Francophones, des grands représentants de la francophonie, etc. Voilà, il y avait tout un circuit organisé en France et ça, ce aussi en vue des Jeux Olympiques. Il y avait beaucoup de conversations à ce niveau-là. Voilà donc pour cette annonce. Est-ce qu'on a encore autre chose? Oui, il y avait une autre annonce sur les sondages sur le podcast RTI. Donc c'est un sondage qui vous prendra moins de 5 minutes à répondre sur le site qui est en cours de reconstruction. Donc il faut y répondre avant le 10 décembre au soir. Et pour les personnes qui y participent, donc il y aura un tirage au sort avec différents cadeaux, certains assez chouettes d'ailleurs. Donc vous pouvez les voir sur le site de Radio Taïwan International. Tout est dessus. Et donc c'est sur le mode de podcast, vos ressentis, ce qu'il faudrait améliorer, ce que vous préfériez voir. Il y a tout un tas de questions sur ce point. N'hésitez pas, si vous avez d'autres commentaires quand vous avez rempli le questionnaire, à nous envoyer par email aussi vos propres commentaires. On rajoutera ça un petit peu en plus du questionnaire si vous avez des besoins particuliers. Et voilà, je crois que pour ça, et notamment on a vu des remarques sur le fait que quand on clique sur podcast sur le site, on n'avait que 2 émissions qui apparaissaient. C'est encore en cours de... Voilà, mais c'est ce genre de remarques qu'on veut avoir. Ouais. Et vraiment, ça nous aide vraiment à nous améliorer, nous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer, déjà à répondre au questionnaire et à nous envoyer vos remarques si le questionnaire n'englobe pas les questions ou les problèmes que vous avez rencontrés. Voilà. D'autre part, on va passer peut-être au concours au niveau des annonces de la radio. Oui, donc les concours que vous connaissez, le concours trimestriel, où on vous demandait de citer 3 vidéos de la chaîne YouTube RTI français qui portent sur les cultures autochtones et nous dire laquelle vous avez préférée et pourquoi. Voilà, donc ça, il y en a beaucoup. Il y en a eu 3 dans les 2 dernières semaines qui sont sorties et puis d'autres précédemment. Voilà, donc si vous avez réévalué votre classement, pour le plaisir du jeu, vous pouvez toujours nous renvoyer votre classement et vos ressentis sur votre meilleure vidéo, incluant les dernières publiées.
Voilà. Et puis pour les participantes, il y aura comme cadeau tiré au sort 4 petits pains, 4 baozi dans leur petit panier. Donc ce sont des petits pains décoratifs, bien sûr. Ouais, c'est des pièces voilà, décoratives en plastique, je crois. Ouais. Voilà. Voilà donc pour le concours trimestriel. Et pour le concours mensuel, on vous demandait combien de balles en rotin ont été lancées lors du premier et du dernier jour de la cérémonie du Maliovok à Tuban. J'ai la réponse, c'est 15 millions. Non, c'est pas ça. Pas Mais alors, exactement. allez Non. voir la vidéo et écoutez les décryptages sur le sujet, vous aurez des informations plus précises. Voilà, donc il y a eu 2 émissions spéciales que j'avais réalisées avec Lisa le 31 octobre et 7 novembre. Et il y a eu plusieurs vidéos aussi qui sont sorties. Donc on demande bien pour le premier et le dernier jour et c'est 2 réponses différentes. Voilà, on a déjà eu des réponses qui étaient que pour le Partielles. dernier jour, voilà, partielles. Donc on rappelle, on précise la question pour vous donner une chance d'ajuster le tir. Voilà, il y a encore le temps de nous faire parvenir vos réponses. Et pour gagner quoi ? Pour gagner un porte-clés grelot doré. Un grelot doré. Killing, c'est prêt. Voilà. Voilà pour les concours. Donc on a fait les 2 concours là. On va peut-être faire un tirage au sort maintenant. Il y a eu donc pour le concours mensuel du mois d'août, il y a eu 25 bonnes réponses. C'est beaucoup de gens ont répondu et ont voulu participer à ce concours-là. Oui, Et, je pense que c'était un concours qui a plu aussi par rapport aux cadeaux donnés parce que c'est quelque chose de très chouette, je trouve. C'est quoi, tu peux le rappeler ? Alors, c'est un écusson de l'ours noir Formosant qui met un uppercut à Winnie l'ourson. Oui, c'est le fameux écusson Scramble qu'on avait retrouvé sur une photo d'un pilote et ça avait fait grand débat à l'époque à Taïwan. Plus grand débat, mais plutôt ça avait provoqué surtout un grand engouement pour cet écusson qui était déjà produit avant et la boutique avait eu des commandes pour plusieurs mois juste après ça. Là, je pense que c'est régulé depuis, mais voilà. Mais c'était pas facile d'en trouver, en tout cas pendant une certaine période. Bah, en fait, le stock a été très vite vidé et il avait qu'un fournisseur pour faire tout. Et en fait, il y avait beaucoup de demandes et il pouvait pas répondre à certaines demandes aussi, le vendeur qui est à Taoyuan. Et il pouvait pas répondre aux demandes parce qu'il avait pas les boutiques, donc il a commencé à faire des partenariats avec des boutiques étrangères. Enfin bon, ça a tellement été populaire que il y a même des demandes de France. Ça nous arrive souvent à la radio d'avoir des gens qui nous envoient des emails concernant ces écussons. Eh bien, vous en donnons quelques-uns. Et donc, il y en a en tout une dizaine. Il y en a 10 à gagner, 10, c'est ça. 10 à Donc, gagner, il y a eu 10 gagnants sur les 25. Donc, vous avez quand même une bonne chance d'avoir quelque chose. Et est-ce que tu as la question qui a permis de gagner cet écusson ? Oui, on vous demandait le nom de 2 sénateurs français qui ont honoré Taïwan de leur visite fin juillet. Et donc, dans les bonnes réponses, vous pouviez dire Annick Jacquemet, la sénatrice française, ou encore le vice-président de la commission sénatoriale des affaires étrangères et de la défense, André Gatolin, le sénateur Étienne Blanc, et le vice-président du groupe d'échange et d'études Sénat-Taïwan, André Valigny. Voilà, donc il y avait 4 sénateurs et sénatrices en tout dont vous pouviez donner le nom. Et donc, cette délégation était arrivée à Taïwan le 24 juillet dernier. Voilà, donc parmi les bonnes réponses qui ont été tirées au sort, parce qu'il y a eu un tirage au sort, puisqu'il y a eu 25 bonnes réponses et seulement 10 écussons disponibles, parmi eux, il y a Franck Bast, Villon Daniel, Med Amin Bari, il y a eu Emmanuel Nicodème, Nguyen Viet Anh, André Bio, Cécile Vergniaud, Jean-Michel Aubillet, Nissaf Adri, Maggie Roy. Donc vous recevrez certainement un courrier prochainement, peut-être dans 1 ou 2 mois, je dirais, avec le temps des courriers, qui comportera donc un de ces écussons, et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous envoyer une photo de vous avec vos cadeaux de temps en temps, ça nous ferait très plaisir par email. On pourrait faire peut-être un patchwork avec ça, ou voilà, on peut faire une composition artistique avec vous et vos cadeaux de la radio. Ça peut être une bonne
une bonne initiative, je trouve. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos avec où vous mettez vos cadeaux et chez vous, ça peut être intéressant. Voilà, donc pour ce concours et ce tirage au sort, Du je mois pense d'août. qu'il devait être Ouais. attendu en plus le résultat de celui-là. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit on va le faire cette semaine, même si la semaine dernière on a déjà fait c'est le mois de juin et juillet. On avait pris un petit peu de retard. Donc voilà, c'est une chose de faite. On va peut-être passer aux questions maintenant. Oui, donc on a eu plusieurs questions intéressantes aussi. Peut-être commencer par celle de Paul Jamet qui est la suite de ce qu'on avait dit la semaine dernière à propos du livre de cuisine Made in Taiwan. C'est drôle parce que c'est un livre de cuisine, mais au final, est-ce que les Taïwanais font vraiment la cuisine? C'est la question que nous pose Paul Jamet cette semaine. Et est-ce qu'ils en prennent le temps? Alors, en ce qui concerne de faire la cuisine, les Taïwanais ne font quasiment pas la cuisine. C'est même très impressionnant au niveau des chiffres. 70% du temps, les Taïwanais mangent dehors. J'avais regardé des chiffres pour la France. Tu sais à peu près en équivalent ce que c'est? Peut-être 15% ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas en pourcentage, 15%. mais c'est un repas tous les 2 mois à l'extérieur, en moyenne. C'est Il y a même moins beaucoup de que gens ça. qui pour font à vrai. manger chez eux tout le temps, qui vont jamais au resto, surtout Oui, en campagne, etc. quand je disais ça, je comptais aussi le fait de manger au travail à l'extérieur, peut-être. Mais en fait, Hmm. effectivement, dans les restaurants, une fois tous les 2 mois, ça me surprend pas du tout comme moyenne. Et donc, moi, voilà, là c'était plus vraiment manger, même quand ils mangent à l'extérieur, c'est souvent des choses qu'ils apportent eux-mêmes Mm. en France. Ça s'est un peu démocratisé, cette culture de La boîte de repas. la boîte repas. Mm. Et donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu, là à Taïwan on est à plus d'un repas par jour hein, consommé à l'extérieur. 70%, mais c'est même 2 sur 3. Ouais, Plus que 2 voilà, sur 3. 2 sur 3. Donc pour cette question, j'ai un petit peu fait chercher un article un peu intéressant parce que il y a eu un pic, moment dans les périodes des 20 dernières années où les gens sont retournés aux cuisines. Est-ce que tu peux dire quand c'est? Bah, le Covid. Voilà, et quelle période exactement du Covid? Quand il y a eu la restriction à Taïwan, donc plutôt en 2021, Voilà, donc c'est quand ça. Et les là, c'est un restaurants article que j'ai étaient trouvé. fermés. Et alors, à quelle hauteur de pourcentage on peut dire est-ce que voilà, de combien de points de pourcentage ça a augmenté à cette période? Donc, sachant qu'avant c'était à 30% à manger à la maison, peut-être c'est passé à 50%. Ah ouais, non, non, non. Même à cette période-là, seulement une augmentation de 2,50% des gens sont allés à la cuisine. Voilà, c'est la statistique. C'est fou, hein. J'étais beaucoup trop généreuse. Et c'est la seule montée qu'il y a jamais eu dans l'histoire des gens qui sont allés qui cuisinent à Taïwan. Tout le reste du temps, les gens mangent dehors. Et voilà. Après, vu le tarif pratiqué par les restos peu chers, on peut comprendre que faire à manger chez soi, conserver les aliments, etc., c'est compliqué s'il n'y a pas quelqu'un qui fait à la maison toute la journée de la nourriture, quoi. Je pense que les personnes qui cuisinent le plus, ce sont souvent pour des familles, Voilà. en tout cas. Et ce serait juste le repas du soir, probablement. Probablement, et même, enfin, ça dépend vraiment. Mais faut vraiment qu'il y ait un schéma familial très traditionnel avec. Enfin, moi j'ai déjà vu en fait chez certaines familles la grand-mère faire à manger pour tout le monde midi et soir, et les gens rentraient alors dans des plus petites villes, Oui, pas plutôt forcément à à la Taipei. campagne, dans les Mais villes. ça se fait plus de faire ça. Donc les gens qui rentrent à midi, tout le monde mange à table, et après, voilà, le soir pareil. Et donc il y a toujours à manger de près. En fait, c'est assez intéressant pour ça. Et donc on réchauffe des fois, ou alors on mange même froid la nourriture. Souvent des choses à base de lu wei, de la nourriture braisée, que ce soit des œufs, etc. Et donc ça. Voilà, c'est ce genre de plat-là. Moi, de souvenir en tout cas de ce que j'avais, c'était un peu ce genre de plat-là qu'il y avait sur les tables dans les maisons. Mais parfois, ça arrive aussi que certaines familles mangent à la maison, mais avec de la nourriture achetée à l'extérieur. Alors pour moi, ça ne compte pas. Parce que là, vraiment, la question, dans la Oui, question en tout c'était cas, pour le c'était fait de vraiment de faire la cuisiner. cuisine. Faire la Mais, cuisine, c'est encore moins fréquent que le fait de manger à la maison, en voilà. fait. Voilà, faire la cuisine, donc c'est normalement. Enfin, et là, la question vraiment, les 70%, c'est. Quand je dis dehors, manger dehors, c'est aller acheter à manger dehors et peut-être rentrer chez soi. Ça reste dans cette. Ouais. C'est ceux qui ne font pas la cuisine, vraiment. Donc, prennent-ils vraiment le temps de faire la cuisine? Alors là, pour les questions, la notion de temps,
Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils le prennent? En fait, ils auraient le temps, a priori, de le faire. Il y aurait le temps de le faire, mais c'est tellement plus économique et pratique de faire à l'extérieur qu'ils ne le font pas. Voilà. Mais c'est pas forcément une question de temps ou de notion de. Bah si, quand même, parce que au resto, ça prend toujours beaucoup moins de temps que de faire la manger soi-même. Mais vraiment, en termes général, la notion de temps est pas vraiment le premier facteur qui font que les gens mangent dehors. Voilà. C'est le J'espère fait ça que répond un peu à la c'est question. trop facile de manger à l'extérieur et trop bon marché que du coup on prend pas vraiment la peine de cuisiner, je pense Voilà, plutôt. c'est ça. C'est le rapport économique, commodité, enfin, pratique. Et du coup, par contre, il y a beaucoup plus de gens qui cuisinent pour vendre leur cuisine. Ah bah oui, là, des gens qui font cuisiner. Et justement, les formations de cuisine professionnelle sont beaucoup moins fréquentes que ce qu'on a en France, par exemple. Où en France, il y a vraiment des critères, il faut vraiment faire une formation. Même pour ouvrir n'importe quel resto, en fait, il y a au moins une formation d'une semaine à un mois pour gérer un restaurant, pour les questions d'hygiène, l'étiquetage, etc. Pour correspondre aux règles sanitaires, alors qu'à Taïwan, c'est pas toujours le cas. Voilà. Non, et encore moins quand on parle de vendeurs de rue, parce qu'il y a beaucoup de stands de rue aussi qui proposent de la nourriture. Et donc là, c'est très très peu réglementé. Voilà, et c'est aussi un aspect, c'est que ça permet d'avoir autant de restaurants parce que c'est facile, entre guillemets, d'ouvrir un restaurant. Il n'y a pas vraiment de règles. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de règles d'hygiène. Il y en a quand même un petit peu, mais c'est beaucoup Pour plus les soft. établissements qui quand- ouvrent, oui, non, c'est beaucoup même, plus même soft. pour les étals, hein, il y a des règles. Depuis quelques temps, ils veulent nettoyer et rendre plus propres les marchés de nuit, donc ils font des formations régulièrement, mais c'est 1 jour ou 2 jours de formation sur comment nettoyer tout, ne pas laisser des déchets derrière, plus pour laisser la rue propre. Mais il y a quand même des règles petit à petit qui se mettent, qui sont vraiment des règles qui étaient plutôt avant des accords Ou des tacites. conseils. Voilà, des accords tacites sur comment bien ranger son étal dans un marché de nuit. Et donc, un peu la pression sociale permettait de faire marcher les choses. Et maintenant, ils mettent vraiment en place des choses un peu plus poussées au niveau sanitaire pour le contrôle. Mais après, c'est pareil, hein. Là, je parle des plus gros marchés de nuit. C'est pas forcément le cas pour les petits. Voilà. Donc on remercie Paul Jamet pour cette question. Oui. Et dans la continuité, moi j'aimerais rebondir avec une question de Noari Nagmushi qui nous demande qu'en est-il de la consommation des produits bio à Taïwan? Ah, les produits bio. C'est un sujet vaste, hein, en fait, hein, parce qu'il y a déjà, est-ce qu'on a la même conception des produits bio à Taïwan que l'on a en France? Est-ce que tu connais un petit peu les réglementations là-dessus ou pas du tout? Alors les réglementations, j'ai pas été voir le détail en comparaison, mais ça reste quelque chose de très précis quand même, avec tout un processus de certification. Parce que quand on parle de produits bio, on parle de produits qui ont passé plusieurs tests et qui ont obtenu un label. Donc ça, je sais que c'est assez... c'est fait de manière très sérieuse à Taïwan, mais en fait c'est récent, puisque la certification date de 2008. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent. Il faut savoir qu'au niveau de la production directe à Taïwan, ça ne représente qu'une toute petite partie de l'ensemble des terres agricoles. En pourcentage, Valentin, tu dirais que combien des terres sont en production biologique? 2%? 1%. 1%. Voilà. Ouais. J'étais pas loin quand Tu même. n'étais pas loin. On peut... Ça me paraît standard comme ratio. Ouais. Voilà, donc pour cette année, on parle de 8000 hectares certifiés sur plus de 980 000 hectares de terres agricoles à Taïwan. Donc la grande majorité, ce sont des légumes, à peu près 46%, et puis suivi par 25% de riz et 23% de thé bio. Ouais, le thé. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui est en essor quand même, on peut dire que ça augmente, puisqu'il faut savoir qu'il y a un processus de 2 à 3 ans pour que le label puisse être apposé en fait sur le produit. Donc voilà, il faut un temps de reconversion parce que le temps que la terre se draine un peu de tous les pesticides qui avaient pu y être déposés. Donc voilà, il y a la commission de l'agriculture qui a promulgué en 2018
une loi sur la promotion de l'agriculture biologique, donc ça encourage aussi les agriculteurs à passer en bio avec des subventions. Par exemple, pour 1 hectare de rizière biologique, on peut recevoir jusqu'à $2 000 américains par an, jusqu'à 3 années consécutives. Donc c'est quand même assez conséquent pour encourager cette reconversion. Après, en ce qui concerne les produits transformés, c'est un peu plus compliqué pour Taïwan, puisque Taïwan dépend des importations pour beaucoup d'ingrédients. Et la réglementation limite la sélection des fournisseurs étrangers, puisqu'il faut que Taïwan ait signé une reconnaissance d'équivalence du label bio avec les pays en question. Et pour l'instant, il n'y a que 6 pays qui ont signé cette reconnaissance. Donc l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Paraguay. Et donc, tous les produits qui viennent d'autres pays ne peuvent pas être certifiés bio à Taïwan. D'accord. Pour l'instant, en tout cas. Et donc, ça gêne beaucoup le fait de pouvoir estampiller des produits transformés. Et c'est pour ça que certains fabricants sont en train de développer une autre gamme de produits qu'ils appellent label propre, certifiés par une tierce partie. Donc ce serait quelque chose de parallèle au label bio. Ils parlent aussi d'une certification quasi biologique qui prétendent être fabriqués à partir d'ingrédients certifiés selon les normes internationales, mais qui ne répondent pas aux normes taïwanaises. Donc ça, c'est un programme qui est dans ses débuts. Il faudra encore voir comment ça se développe, mais c'est souvent présenté dans les mêmes rayons, dans les grandes surfaces. Voilà, c'est... Ça peut servir de préambule et un peu de pression aussi au gouvernement pour qu'il signe d'autres accords avec d'autres pays dans le genre de ce qui est déjà fait avec les 6 pays actuels. Voilà, exactement. Ouais. Donc, puisque ces pays d'importation sont restreints, les États-Unis en fait détiennent plus de 50% des parts du marché par rapport à l'importation de produits bio, avec surtout des céréales et puis des fruits frais et des fruits à coque ou des graines. Au niveau de la consommation à Taïwan, on peut aussi dire qu'il y a eu plusieurs scandales alimentaires qui ont fait que les gens aient plus envie d'être rassurés de la qualité de ce qu'ils mangent, parce qu'effectivement, parfois, on peut douter de ce qui est mis dedans, en fait. Et il y a énormément de produits transformés, recyclés, voilà, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui vient d'où. Oui. Et donc, alors évidemment, les fruits et légumes dominent les rayons des produits bio, mais après, dans ce qui est transformé, il y a les céréales, les laits de soja ou d'autres laits végétaux, et puis des encas à base de fruits secs ou de noix. Et de plus en plus de chaînes comme Carrefour présentent un rayon bio à Taïwan aussi, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau ici. On peut dire aussi que parmi les consommateurs, c'est souvent une population qui est très fidèle, et on trouve en premier lieu des retraités de la fonction publique et en deuxième lieu des jeunes parents de grandes villes qui sont inquiets du coup pour donner une alimentation plus saine à leurs jeunes enfants. Mais ça reste globalement un produit assez cher, presque de luxe, qui est peu popularisé. Oui. Bah, pour les fruits et légumes, en tant que parent, c'est vrai que j'y pense, mais un concombre bio, c'est 3 fois le prix d'un concombre... enfin, si je voulais un ratio, quoi, c'est à peu près ça. C'est 3 fois le prix d'un concombre normal, quoi. C'est-à-dire que là où j'ai payé 40, 50 NTL et 3 concombres dans une chaîne... je parle dans une chaîne parce que c'est plus facile de comparer, parce que les deux sont à côté. Mais bon, même dans un étal, c'est à peu près pareil. Hein. Là où j'ai payé entre 40 et 50... pour 3 concombres, pour la même quantité en bio, je vais avoir payé entre 90 et 110 plus ou moins. Donc c'est entre 2-3 fois plus cher. Ouais. Donc ça reste quand même quelque chose de luxe que tout le monde ne peut pas se permettre, l'alimentation bio à Taïwan. Et en même temps, je ne sais pas si avec cette demande de la population et le fait qu'il y ait la loi sur la promotion de l'agriculture biologique passée il y a 3 ans, il va probablement y avoir aussi une évolution là-dedans dans les années à venir. Donc c'est à suivre. J'espère que ça va se démocratiser un petit peu, parce qu'à la base, bio, ça veut juste dire
ne pas mettre des tas de produits pesticides ou produits toxiques qui n'étaient pas mis il y a pas si longtemps que ça, en fait. Ouais. Après, dans le bio, il y a aussi, et c'est là où je suis un peu étonné qu'il n'y ait vraiment rien fait dessus, c'est aussi tout ce qui est cause animale, normalement. Il y a aussi le bien-être animal ou ce genre de choses qui peuvent s'inscrire dans le bio. Enfin, je sais qu'en France, quand on a de la viande bio aussi, et donc c'est aussi pareil, hein, il y a aussi des traitements, je n'ai plus le détail en tête, mais il y a des injections dans la viande qui sont faites pour lui donner de la couleur ou des choses comme ça. Je ne sais plus c'est quoi le procédé, mais bon, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a tout un processus même pour le Pour jambon, l'alimentation etc. des animaux Et, aussi, j'imagine. et à Taïwan, j'ai jamais vu d'estampillage bio pour la viande. J'avoue que là, j'ai pas regardé Et je pense que ça, enfin, en détail. Ouais. c'est pas encore trop regardé et c'est pas quelque chose de courant ou même d'encore démocratisé ici. Moi, en tout cas sur les étals de supermarchés ou ouais, parce que même pour le reste, c'est même pas la peine d'y penser. Mais sur les étals de supermarchés où c'est le plus contrôlé et le plus étiqueté, j'ai jamais vu, à mon souvenir, de viande estampillée bio. Mm. Là d'expérience, hein. C'est peut-être que je peux me tromper, peut-être que ça existe, mais j'ai pas. Et pourtant, t'as tout ce qui est en France, on a les trucs élevés en plein air, ce genre de labels qui ont éclos, et là, il n'y a rien du tout au niveau viande à Taïwan, dans ce sens-là, en tout cas, pour l'instant. Donc, c'est une évolution à suivre à Taïwan. C'était une question de Nagmushi Noari. Et puis, elle avait une deuxième question sur si les Taïwanais aiment les mots croisés. D'accord. Alors, les mots croisés, ça fonctionne avec des lettres, Des lettres, oui. et le chinois ne fonctionne pas avec des lettres. Mais il existe des mots croisés de chinois. Et il existe aussi des mots croisés de chinois, donc ce ne sont pas vraiment avec des mots, mais avec des changyu, donc des expressions en 4 caractères. Voilà. Ouais, Et- ou même des expressions un peu plus longues de souvenirs. Moi, pour y avoir joué un petit peu, les mots croisés, en fait, voilà, c'est un caractère commun sur une ligne ou 2 caractères communs sur 2 lignes. Mais c'est pas aussi compact. On peut pas faire vraiment des grilles comme on fait en France avec juste des points à droite à gauche. Il faut vraiment que ce soit espacé de ce à quoi je jouais en tout cas. Où il y a donc un changyu d'à côté et après il y a une ligne transversale et ça fait un genre de labyrinthe de mots, mais c'est pas aussi compact que ce qu'on connaît en mots croisés en France. Mais par comme il y exemple. a beaucoup plus de caractères chinois, c'est plus difficile de trouver des caractères communs aux expressions, en fait, alors que Oui, des bien lettres sûr. en commun, il y en a beaucoup plus facilement. Mais voilà, je préférais préciser pour que les gens puissent s'imaginer en fait, si vous voyez en fait un mot croisé à la chinoise qui comporte des chengyu, mais aussi d'autres expressions avec des plus longues, c'est vraiment que des expressions, ça peut pas être un mot, vu que voilà, Voilà, un mot c'est un un- caractère, ou 2 caractères au plus, on peut pas combiner un caractère ou 2 caractères, ça on aurait fini le mot. Donc c'est vraiment des expressions complètes. Et au niveau de la disposition, en fait, si on y pense vraiment, ça ressemble vraiment au Scrabble en fait. Comme quand vous faites un Scrabble, vous avez vraiment des espacements, vous pouvez pas mettre les mots juxtaposés les uns aux autres aussi facilement que dans un mot croisé, parce que le mot croisé il est fait pour que tout rentre dans une case. Là le Scrabble c'est les mots qui viennent avec les lettres qu'on a, donc c'est beaucoup plus difficile de les combiner autant, et en fait au niveau de la disposition des expressions en chinois dans les mots croisés, on est dans un modèle plus proche du Scrabble en fait en termes de design. Voilà, c'est plus aéré. Disons, c'est pas, Voilà, c'est mais- pas un carré très compact avec juste 2 ou 3 cases noires Mais ouais, et c'est tout ça. le reste rempli. Voilà, donc voilà pour cette partie. Donc est-ce qu'ils font des mots croisés? La réponse est oui. Et en même temps, c'est pas exactement les mêmes que ceux auxquels on est habitué. Et il faut Exactement. connaître les expressions qui sont en général plutôt littéraires. Oui, c'est très littéraire. Enfin moi pour y C'est avoir assez joué, en difficile, général j'en trouve 5 caractères sur l'ensemble du truc. Et c'est déjà bien. J'y ai déjà joué parce que j'aime bien les challenges, mais c'est pas facile. Voilà, donc on remercie Noiri Nagmushi pour ces 2 questions. C'était le courrier des auditeurs, présenté par Florian Dai. Et Valentin Floquet, au revoir. Au revoir.